Bonjour à tous. Bonjour à tous, c'est bon, on est live? Oui, c'est bon. Parfait. Donc, bienvenue à tous aujourd'hui pour ce webinaire sur les digital workplace et le télétravail. Donc, trois clés pour accélérer l'adoption de Microsoft Teams. Voilà. Donc, aujourd'hui, on est ensemble donc avec moi, Elsa Martin, chef de projet chez Lemon Learning. Donc, j'accompagne vraiment le client de A à Z dans le projet, du début au lancement jusqu'à la fin, au déploiement et même après sur la suite de son. Voilà, du coup, Jocelyn Le Lautrec, moi je suis du côté commercial chez Lemon Learning. Donc en général, je parle aux clients en amont voilà, de la phase projet pour voir quels sont ses enjeux et comment on peut déployer Lemon Learning au mieux, que ce soit sur du Teams ou sur d'autres outils, on pourrait y revenir. On voit un peu tous les sujets. Voilà, donc déjà, l'introduction, ça va être la digital workplace. De quoi on parle? C'est hop, la digital workplace, c'est un espace vraiment de travail numérique où on va avoir tout qui va être centralisé à un même endroit. Donc notamment les outils de communication. Donc pour la suite Office, on pense surtout à Yammer, à Outlook. La gestion documentaire où on aura SharePoint, OneDrive et les applicatifs métiers. Donc là, on peut avoir du Dynamics. Donc l'intérêt, c'est d'avoir vraiment tout qui soit regroupé à un même endroit pour faciliter la collaboration entre les utilisateurs. Euh, voilà, que ce soit plus accessible, qu'on ait vraiment tout au même endroit, comme je l'ai dit. Également, simplifier la collaboration dans le sens où tout va être en ligne, tout va être disponible au même endroit. On va pas avoir un utilisateur qui a une version de quelque chose, un utilisateur qui a une autre version de quelque chose. Là, on est sûr que tout soit centralisé. Voilà. Et comme exemple, ce qu'on donne souvent comme Digital Workplace, ça va être la suite Google, donc Google Workplace, ou la suite Microsoft 365, donc dont on va un peu plus parler aujourd'hui, et de notamment de Teams. Voilà, donc le webinaire aujourd'hui va être en 4 parties. Une première partie sur les enjeux, enfin les défis et les enjeux des entreprises quand ils mettent en place une digital workplace. Ensuite, comment, avec Lemon Learning, vous allez pouvoir accélérer l'adoption de Microsoft Teams. En troisième partie, comment vous pouvez mesurer le ROI de cette digital workplace. Et enfin, une dernière partie avec vos questions. Donc la première partie, quels sont les défis pour les entreprises et leurs enjeux. Voilà, on voit qu'il y a 40% des entreprises qui reconnaissent que le confinement et le télétravail ont pu permettre de lancer des projets de digital workplace. Nous, on l'a très bien vu avec pas mal de nos clients qui, pendant le premier confinement, sont passés à Teams. Donc, on a pas mal accompagné sur ces sujets-là. Et pour qui c'était un peu flou, voilà, ils ont vu qu'il y avait pas mal de défis qui pouvaient être qui, qui, qui étaient amenés par cette mise en place, donc notamment le déploiement de Microsoft Teams, donc sur la partie technique déjà, où on est sur des populations généralement qui sont assez conséquentes, avec des diversités dans les usages, donc des populations vraiment différentes qui vont pas avoir accès à la même chose dans l'outil. Voilà. Et du coup, ce qui est important, c'est vraiment de faire un bon lancement, parce que chez eux, c'est vraiment souvent le problème d'avoir un nouvel outil, mais de faire un lancement qui va être un petit peu raté. Donc vraiment, l'idéal, c'est que le lancement soit réussi et que la population, enfin que les utilisateurs, pardon, soient vraiment contents de ce lancement pour pouvoir pour avoir une conduite de changement réussie, une adoption digitale réussie. Voilà, donc deuxième défi, la conduite du changement, comme je le disais. Ce qui peut être compliqué, c'est que les collaborateurs peuvent être un peu réticents à s'engager dans un nouvel outil. Donc, soit parce qu'il y avait déjà un outil qui existait et sur lequel ils se sentaient très à l'aise, ils avaient leurs habitudes, etc. On a notamment le cas, alors pas sur Microsoft Teams, sur un outil totalement autre qui ne fait pas partie de la suite Office, mais par exemple de PSA, chez qui les deux outils étaient encore disponibles, l'ancien et le nouveau, et les utilisateurs continuaient à aller sur l'ancien, même si le nouveau était beaucoup plus ergonomique, avec plus de fonctionnalités. Ils préféraient toujours utiliser l'ancien. Donc vraiment, la conduite du changement a été un gros sujet chez eux et chez pas mal de nos clients en général. Euh, voilà. Ensuite, on a également des personnes qui ont des difficultés avec le digital. Donc là, ça peut être aussi vraiment un gros défi qu'il faut surmonter.
et voilà, des solutions qui parfois ne sont pas faciles à prendre en main, même si le but, notamment sur les outils Office, c'est de rendre la chose très ergonomique. On peut avoir des petites options qui vont être un peu cachées, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment le but pour la conduite du changement, c'est vraiment d'aider l'utilisateur au maximum. Et donc, on vient à faire appel à une formation au logiciel. Donc, le défi pendant le télétravail, c'était de faire des formations à distance, puisque habituellement, on avait plus l'habitude des formations en présentiel, où on pouvait poser des questions plus facilement, être aidé plus facilement, etc. Là, on voit que les utilisateurs, finalement, sont laissés un peu de côté. Ils vont pas forcément oser demander, ou vont avoir moins de possibilités de demander de l'aide sur ce nouveau logiciel. Donc, ça peut être vraiment une grande difficulté. Voilà pour la partie formation. Et enfin, le dernier point qui va être un défi, c'est l'adoption logicielle de façon globale. Donc, que les utilisateurs utilisent Teams, mais également qu'ils l'utilisent bien. Pas qu'on ait uniquement de l'utilisation, mais approximative, vraiment que ce soit utilisé comme le souhaite l'entreprise. Voilà. Et que le support derrière ne soit pas trop encombré, mais en même temps qu'il y ait quand même une aide pour les utilisateurs si besoin. Donc ça, c'était pour les défis. Et ensuite, on va avoir les enjeux que cela apporte de l'adoption de la Digital Workplace. Ça va être l'engagement des collaborateurs, donc là, des utilisateurs contents d'utiliser la solution pour qu'ils soient contents de travailler avec et de faire les meilleures choses avec cet outil, pas qu'ils se désengagent et que la solution ne soit pas utilisée. Également la performance que ça va apporter. Donc changer d'outil, parfois ça peut être synonyme de on veut que les utilisateurs travaillent mieux, forcément, travaillent un peu plus vite. Donc ça c'est vraiment un enjeu. Et enfin la pérennité, puisque pour l'entreprise le but final c'est quand ils adoptent une nouvelle solution, ça va être de la garder et que ce soit utile. Donc là ils vont mesurer avec des ROI, etc. Jocelyn reviendra là-dessus dans la troisième partie. Ouais, du coup, pour la partie 2, je rebondis rapidement sur ce que disait Elsa sur l'aspect double logiciel. Moi, j'ai déjà vu certains de nos clients qui avaient toujours, par exemple, Skype en interne et qui me disaient même au téléphone, tiens, je vais regarder s'il est connecté sur Skype, alors qu'en fait, je savais très bien qu'ils avaient la suite Teams qui était en place. Donc, ça montre très bien que pendant parfois 1 an, 2 ans, on a un problème de passer d'un outil à l'autre parce que tout simplement, les usages voilà, les gens se sont habitués en fait à utiliser un outil. Même si celui-là va bientôt partir à la casse, parce que je crois que Skype sera plus supporté cette année, il me semble. Ouais, il me semble que c'est ça. Voilà, du coup, je crois. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante? Je crois que justement c'était en lien avec ça. Donc c'était sur on va dire les entreprises qui gaspillent leur budget logiciel. Alors c'est pas que lié à des doubles logiciels parce que c'est assez rare. Nous, j'y reviendrai, mais en fait on couvre pas que des logiciels collaboratifs comme Teams ou G Suite. On couvre aussi toutes sortes de logiciels CRM, ERP, SIRH, etc. Et donc on voit que souvent, quel que soit le logiciel, on le met en place et on a une difficulté, on va dire, à le faire adopter. Donc tout simplement à ce que les personnes l'utilisent, comme disait Elsa, ou à ce qu'ils en fait connaissent tout simplement toutes ces fonctionnalités. Et donc voilà, traditionnellement, on va dire, ce qui se fait, c'est de la formation voilà, par PDF, par vidéo ou en présentiel. Bon, le présentiel, et on l'a vu, évidemment, c'est devenu un peu compliqué. La vidéo, ça se fait toujours bien, mais c'est pas forcément adapté à tout ce qui est fonctionnel. On peut faire des choses métiers, mais veut dire aider les gens à apprendre vraiment les fonctionnalités de base. On peut leur faire un passage dans l'outil, mais ils vont souvent oublier un peu les usages. Et donc nous, voilà, Lemon Learning, on arrive un peu à qui on est, puisqu'on n'a pas encore présenté vraiment exactement ce qu'on faisait. En fait, on est venu donc on s'est développé depuis 5 ans à peu près, ou même 6 d'ailleurs, bientôt, sur tout ce qui est adoption des logiciels. Et donc la manière dont on le fait, en fait, c'est qu'on est éditeur de logiciels. On a créé une solution qui vient se mettre en surcouche des outils, donc par exemple Teams dans notre cas, pour guider les gens pas à pas directement dans l'outil. Donc au lieu de faire de la formation traditionnelle, on va avoir des PDF ou des vidéos qui prennent souvent beaucoup de temps à créer. Nous, on va avoir quelque chose qui se lance automatiquement quand la personne rentre dans son outil et se dit tiens, je vais réaliser telle tâche, par exemple créer un canal de discussion dans Teams, et il va pouvoir être guidé directement avec des petites infobulles dans l'outil. Voilà, donc pour la société même, Lemon Learning, vous voyez, on a pas mal de clients aujourd'hui. Non, tu peux rester sur la slide. Pardon. On a pas mal de clients dans tous les secteurs. Alors c'est pas que comme je disais, sur du collaboratif. On a en fait dans tous les outils, nous on peut s'intégrer dans tout ce qui est outils web. Donc comme je le disais tout à l'heure, on a beaucoup de CRM, on a beaucoup d'outils achats.
des outils de RP, des SIRH, mais aussi des sites internet ou intranet. Donc on peut vraiment couvrir tout ce qui est en web. Et là-dedans, donc la solution, on va vous la montrer après pour voir un peu comment ça fonctionne. L'idée, c'est vraiment de donner quelque chose aux utilisateurs et qu'ils puissent utiliser en se connectant. Donc quelqu'un qui arrive le premier jour dans son outil Teams, par exemple, va savoir l'utiliser selon les usages métiers de l'entreprise avec une solution comme Lemon Learning. Est-ce que tu peux passer? Voilà, et du coup, donc la manière dont on le fait, donc j'ai déjà un peu passé sur ces points-là. En fait, on va faire de la on va pallier, on va dire, à tout ce qui est à la fois formation, support et communication, parce qu'en fait, on a différentes fonctionnalités dans notre outil qui permettent de pallier ces trois sujets. Comme je le disais, pas trop la formation métier, c'est vraiment côté fonctionnel. Le support, en fait, on voit souvent quand on met en place des outils vraiment adaptés aux usages que derrière le support, on va dire, applicatif de niveau 1 en tout cas, baisse de manière significative. Et la communication, parce qu'en fait, notre outil permet aussi de communiquer dans Teams, par exemple, ou dans d'autres outils, auprès des utilisateurs pour leur dire, tiens, vous avez ces parcours à disposition, utilisez-les. Vous pouvez vous être guidé directement là au lieu de décrocher votre téléphone et d'appeler le support. Voilà, donc on couvre vraiment tout ce périmètre et on va vous montrer du coup dans la démo un peu comment ça fonctionne dans Teams justement, puisque c'est notre sujet aujourd'hui. Oui, alors. Voilà, donc avec Lemon Learning, en fait, on va avoir plusieurs façons d'apporter de l'aide aux utilisateurs. Donc ça peut être via les guides interactifs, ce qui est lancé, où là vraiment les utilisateurs vont être guidés dans leur outil, donc on va leur dire remplissez tel champ, suivant, etc. Voilà, ça va être adapté au mieux aux usages de l'utilisateur. Donc, généralement, on se concerte, on voit avec le client, voir quel message vraiment il veut mettre en avant. Voilà, quel process il veut couvrir, pardon. Voilà, donc voilà pour les guides interactifs. Donc là, c'est quand on le lance depuis le player, vous avez également la possibilité, donc le player c'est la petite jaune, on a également la possibilité de lancer à partir d'un bouton, donc de créer des raccourcis, de mettre vraiment en avant certains guides qui sont vraiment importants pour le changement, pour l'adoption logicielle. T'as un peu d'écho Elsa, je sais pas si c'est le fait d'avoir Teams de lancer ou non. Alors, je ne sais pas. Je vais essayer de parler moins fort, ça résonne moins. On t'entend quand même. Voilà, donc voilà pour le lanceur rapide qui va permettre de lancer des guides et des push. On va voir juste après. Voilà, on va également avoir les infobulles directement mises dans l'outil. Les utilisateurs n'ont pas besoin de le lancer, c'est disponible à tout moment. Donc là, vraiment, c'est l'information directement dans l'outil, pas forcément du process, mais voilà. Et enfin, la communication avec les push, c'est ce dont on parlait juste avant. Là, vraiment, vous allez pouvoir communiquer un peu sur tout. Ça peut être sur des nouveaux guides dans les modes, sur des nouvelles fonctionnalités dans l'outil, des choses qui sont un peu annexes. Vous savez que la communication passe bien par les modes, notamment on essaye de préconiser de ne pas trop utiliser les mails à certains moments sur des nouvelles fonctionnalités, des choses comme ça, et vraiment directement à l'outil pour faciliter la communication avec vos utilisateurs. On va repasser. Alors, je crois qu'il y a beaucoup d'écho, sinon il vaut mieux peut-être que je parle s'il n'y a pas d'écho de mon côté. Ouais, de toute façon, c'est de nouveau à ton tour. Donc je pense qu'il faut que tu fermes la vidéo. On pourra revenir à une démo. Je pourrais partager mon écran si le son de votre côté passe pas. Je vois qu'il y a beaucoup de commentaires sur l'écho. Est-ce que si je partage mon écran pour faire une démo, est-ce que vous m'entendez bien? Il n'y a plus de soucis au niveau du son? Là, du coup, je vois pas si. Est-ce que mon écran est bien partagé?
Ton côté, Elsa, c'est bon? C'est bon. Histoire qu'on n'ait pas trop d'écho. Est-ce que dans le chat, je vois, est-ce que c'est bon de mon côté? Ok, bah du coup, je vais vous remontrer parce que effectivement, l'écho était un peu désagréable. Donc là, je suis dans Teams. Ce qu'on vous montrait, en fait, c'est comment fonctionne l'email learning dans un outil. Donc là, dans notre cas, c'est Teams, évidemment. Et en fait, la manière dont ça fonctionne, c'est qu'on va avoir, vous voyez, la petite bulle qu'on a ici, qu'on appelle le player en bas à droite, la petite bulle jaune. Voilà, Elsa, n'hésite pas à m'arrêter s'il y a quelque chose qui marche pas. Oui, c'est bon, ça fonctionne. Ok. Voilà, donc la petite bulle jaune qui s'appelle le player, dont je vous parlais, c'est là où on voit les fameux guides interactifs de l'email learning. Et donc l'idée avec ces guides, en fait, ça va être de guider les gens directement dans l'outil, voilà, de manière interactive, pour qu'ils se disent, au lieu de sortir de Teams et d'aller par exemple sur une plateforme de LMS et devoir se former et dire tiens comment je fais ça, faut que je cherche, etc. On va pouvoir dire tiens je veux par exemple, je sais pas, créer une équipe, un canal de discussion ou créer une équipe, et je vais pouvoir lancer un guide directement dans l'email learning. Et donc l'idée, ça va être voilà, qu'on va avoir des infobulles sur ce mode-là qui vont me guider en me disant où cliquer, un peu comme mon GPS de voiture va me dire voilà, tournez à droite, tournez à gauche, et j'ai juste à suivre étape par étape ce qu'il me dit de faire. Et donc là, vous voyez que j'ai juste vraiment à suivre chaque étape et je suis guidé par les infobulles d'Emon Learning. Et donc comme ça, à chaque étape, je vais être vraiment guidé sans avoir vraiment à trop réfléchir à quoi faire. Et je vais aussi, donc c'est un peu ce qu'on appelle du learning by doing. Donc je fais dès le premier coup et je peux ensuite retenir ce que j'apprends. Sachant que ces parcours-là que je vous montre, dans le cas de Teams, donc ce sont des parcours qu'on a dit sur étagère. Donc on a des contenus, comme vous voyez, je vais vous montrer le player, qui sont déjà créés. Donc sur un peu tous les sujets, on va dire génériques qu'il peut y avoir chez nos clients. Mais on peut rajouter des contenus de manière assez facile, qui soient paramétrés sur mesure, parce qu'on sait bien que voilà, parfois il y a des choses dans Teams qui sont paramétrées sur mesure, qui sont voilà, il y a des connecteurs qui sont faits, etc. Et donc on peut créer des guides selon les processus de votre entreprise pour vraiment que ça soit colle à l'usage au plus près, on va dire. Quand je dis on peut créer pour vous, c'est aussi vous pouvez avoir la main sur la création des guides. C'est assez facile, il n'y a pas besoin d'être technique pour créer ces parcours. Je peux vous montrer rapidement si j'ai alors, je ne suis pas connecté du coup. Tac. Comment on crée ces parcours. Hop. Mais je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être quelqu'un de technique. On peut avoir des personnes, souvent des ingénieurs pédagogiques, souvent des key users, qui vont en fait venir créer les parcours pour nos clients. Alors du coup, il faut que je me connecte sur tout, vu que c'était pas prévu. Tac. Ouais, donc vous voyez que si en fait on a un panel comme ça qui permet de créer les parcours, et donc je peux me mettre dans l'outil en fait de voilà, par exemple Teams, et en fait créer des parcours sur le mode que ceux que vous avez là, directement en cliquant, en fait en allant sélectionner ici par exemple un guide, et ensuite je peux aller créer des étapes directement dans le parcours. Voilà. Donc l'idée, ça va être vraiment, je ne vais pas tout faire, tout le détail de comment créer des guides, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en à peu près une matinée de formation, on peut former n'importe qui à utiliser l'outil. Et après, vous pouvez être autonome complètement sur la création de ces parcours dans vos outils. Voilà. Donc ça, c'est pour la démo. Ce que les autres, on va dire, étapes, les autres choses que vous montrez Elsa, c'était des choses comme ces infobulles. Vous voyez ici, j'ai un bouton créer une équipe. Donc ça, c'est un bouton Lemon Learning qu'on peut rajouter en surcouche de l'outil et qui permet de lancer le même genre de guide qu'on a ici au niveau du player. Donc on peut dire, tiens, on va mettre à certains endroits dans vos outils des boutons qui permettent de lancer les mêmes parcours pour que les personnes en fait aient directement ça sous la main, sachant que ces boutons peuvent aussi contenir tout simplement de l'information. C'est-à-dire qu'on peut mettre, par exemple, du texte, voilà, de la vidéo, euh, pour en fait donner tout simplement du contenu de manière contextuelle, et encore une fois, pas que les gens aient à sortir de leur outil. Voilà, la dernière chose que Elsa vous a montré, c'était les push. Donc là, vous voyez, j'ai un onglet qui s'appelle Actualité, puisqu'en fait, on peut envoyer des communications aux personnes directement dans leurs outils. Alors, ça peut concerner les learning, c'est-à-dire on peut imaginer dire, tiens, votre outil, voilà, Teams évolue, l'environnement évolue la semaine prochaine, donc on vous a mis un nouveau guide à disposition, vous pouvez le lancer directement ici. Ou ça peut être des communications internes, hein. On a des clients, par exemple, dans l'assurance, qui utilisent ça pour communiquer auprès de leurs agences directement, pour dire tiens, la semaine prochaine, on a telle offre promotionnelle, ou il y a ça qui change au niveau des processus métiers, par exemple. Je reviens j'arrête le partage d'écran. Est-ce que c'était assez clair de votre côté? On pourra revenir si vous avez des questions à la fin du webinaire. Ah, alors déjà pour la première question rapidement, pour les applications installées en client lourd, ça fonctionnera pas. C'est vraiment que application web.
Alors oui, c'est ça que j'appelle client lourd et léger. Pour faire la distinction, par exemple, sur Teams, ça va fonctionner sur Teams en version web, donc quand les personnes le lancent dans leur navigateur. Ça fonctionnera pas pour l'application Teams de bureau. Voilà, c'est le client lourd, c'est l'application bureau, le client léger, c'est l'application web. Je Voilà, sais pas du coup, si. on peut passer à la Ouais, suite. On pourra revenir, hein, si vous avez des questions sur la démo. Du coup, j'ai fait un peu ça rapidement, mais on pourra vous montrer un peu les différentes fonctionnalités. Jocelyn, je partage bien mon écran, c'est Ah, bon. du coup, moi, ouais, ça a dû friser un peu. Alors du coup, pour ce qui est de la partie ROI, ce qui nous intéresse, en fait, souvent, quand on met en place ce genre de solution, c'est évidemment d'avoir un retour sur investissement. Parce que voilà, pour amortir le coût de licence, l'idée, c'est de dire, bah, qu'est-ce qui est mal utilisé actuellement dans la digital workplace? Donc, comme on l'a dit, ça peut être du Teams ou d'autres outils, et c'est de dire, voilà, qu'est-ce qui est mal utilisé? Pourquoi les gens l'utilisent mal? Et est-ce qu'un logiciel comme ça peut aider à réduire, bah, soit le besoin de formation initiale, donc voilà, visio en présentiel ou voilà, ou même directement, par PDF ou par vidéo. Sachant que souvent, ce qu'on voit chez nos clients, c'est pas qu'on va supprimer toute la formation, c'est plus que les formateurs vont pouvoir se concentrer sur des aspects plus métiers. Voilà, donc le pourquoi ils font leur job, quel est le but, et cetera. Ou vraiment le détail on va dire, du cœur de métier. Et l'aspect fonctionnel, bah, justement du collaboratif ou des outils, on va leur dire: «Tiens, bah, vous aurez du Lemon Learning», donc on va peut-être leur montrer rapidement, comment ça fonctionne. Et puis après, les personnes savent qu'en fait, ils ont les guides à disposition, on va dire principaux dans tous leurs outils, et ils vont pouvoir les lancer s'ils ont besoin. Voilà, donc en termes de ROI, souvent ce qu'on va aller voir nous, c'est, la baisse du support, quand il y a du support qui est fait, par exemple téléphone ou en termes de nombre de tickets. Ça peut être la baisse de besoin de formation, ou en dernier lieu, ça peut être tout simplement la productivité qui est, on est d'accord, est plus difficile à calculer en général. Mais voilà, l'idée, c'est qu'on est capable en général d'estimer combien de temps les gens perdent, avec, voilà, le taux d'utilisation des outils. Et on voit aussi, bah, comme je disais, le taux d'utilisation des outils monter au fur et à mesure qu'on leur met des outils, adaptés pour les former dessus. Parce que, ce dont on parlait tout à l'heure, le fait des gens qui restent sur Skype, au lieu de passer sur Teams alors que ça fait 6 mois que c'est déployé dans le groupe, c'est souvent parce que, on ne les a pas bien accompagnés sur le sujet. Ouais, donc pour vous donner des idées, nous, en termes de clients, sur Teams aujourd'hui, on a vu des gains, par exemple certains de nos clients comme, Sistra, qui ont en fait amené Lemon Learning en, comment dirais-je? En apport à une solution de LMS déjà existante pour en fait, compléter. Souvent on a déjà une plateforme vidéo, et cetera. On va compléter avec un outil, de ce type-là. On a d'autres clients en fait qui ont commencé par la suite, Teams, donc d'autres clients aussi dans l'assurance, j'en parlais, comme Aesio, comme, Verlingue par exemple, qui ont commencé sur des outils Teams et qui après, on va dire, élargissent le périmètre à d'autres outils comme du Salesforce, comme, voilà, des outils de ticketing, et cetera. Et donc l'idée, c'est qu'ils ont vu un retour sur investissement intéressant au niveau, bah, des différents aspects que j'ai évoqués, hein, support, formation et productivité, et que du coup derrière ils étendent, on va dire cette manière de former, cette nouvelle manière de former. Voilà, parce que du coup, l'intérêt, c'est bon, j'en ai déjà un peu parlé, pour le coup, c'est que vous avez des guides qui sont déjà, en fait, à disposition. On n'a pas besoin d'attendre que le support nous réponde. Même un week-end ou un soir, les personnes ont toujours les contenus disponibles. Donc nous, on voit régulièrement des grosses baisses, sur des outils précis, hein. Je parle là pas seulement pour Teams, sur même des outils, ERP par exemple. On voit des baisses de demande de support sur du niveau 1 de 50 à 70, c'est pas rare, et surtout des taux de consultation beaucoup plus élevés que du contenu classique. Moi, j'ai plein de personnes qui me disent souvent qu'ils ont des plateformes de LMS, voilà, classiques mis en place, et qu'en fait le pourcentage d'utilisation par rapport aux utilisateurs est infime. Et du coup, avec ça, on voit que les gens lancent. On peut voir, en fait, on a tout un outil de statistique qui donne le nombre de lancements et d'utilisations, que ce soit des communications push ou des guides, pour savoir, bah, où est-ce qu'on veut mettre les efforts de création de contenu. Parce que c'est aussi ça dans la durée. Vous avez la création initiale, mais aussi la maintenance des contenus. Et dans la durée, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir juste à modifier une petite étape dans les guides, si jamais, voilà, votre processus métier a évolué ou si l'outil a un peu modifié son interface.
pour répondre à vos premières questions que je vois dans le chat, oui, c'est valable pour tous les produits de la suite Office. En tout cas, sur étagère, nous, on a des guides pour tous les outils, j'ai envie de dire, basiques, c'est-à-dire Teams, SharePoint. Je vois une question sur SharePoint aussi, Outlook, Yammer, Forms. Après, ça peut marcher aussi sur des outils qui sont Power Apps, donc Power BI, etc. Mais là, on n'a pas de parcours sur étagère. Ça va être des parcours qui vont être créés pour le client ou que le client va devoir créer sur mesure. Alors, je comprends pas très bien la question. Il faut utiliser l'application New Employee Onboarding. Je sais pas si Elsa a une idée. Alors, non. Déjà pour celle Je ne d'en sais dessous, pas. peut-on personnaliser les contenus créés? Oui, bien sûr. Bah, là, tous les parcours que je vous ai montrés, comme je disais, on a à peu près une centaine de contenus génériques pour la suite Office, pour tous les outils, SharePoint, Teams, etc. Mais c'est des contenus qui peuvent être déjà personnalisés ou vous pouvez créer les vôtres. On peut les créer pour vous. Souvent, c'est du 50-50 pour vous donner une idée. Les projets qu'on fait, je vous parlais tout à l'heure de projets dans l'assurance, souvent on va créer du contenu initial ou mettre à disposition les contenus que vous avez vus là sur Teams qui sont déjà créés. Et après, nos clients, on va les former quand même à créer les contenus pour qu'ils soient autonomes et que dans la durée, ils puissent rajouter les contenus qu'ils souhaitent faire apparaître pour leurs utilisateurs. Ah, j'ai compris, oui, pour utiliser l'application. Oui, effectivement, nous, donc ça marchera pas, on va dire, cette méthode de guide interactif marchera pas dans l'application bureau de Teams. Donc, il faudra effectivement soit utiliser ce que Microsoft met à disposition, soit d'autres plateformes. Nous, on a aussi pour compléter, on va dire, les guides interactifs, une plateforme de LMS classique avec des vidéos, on va dire, par-dessus l'épaule pour guider les gens. Donc là, effectivement, ça sera des méthodes plus traditionnelles qui seront utilisées. Alors pour l'administration des parcours en back-office, c'est pas compliqué. Comme je vous disais, nous, quand on forme des personnes, déjà pour la création de contenu, c'est à peu près 1 ou 2 matinées de formation pour que vous soyez autonome à créer les contenus. Et ça inclut gérer le back-office, c'est-à-dire gérer quel type d'utilisateur va avoir accès au guide, parce qu'on peut paramétrer ça selon les profils des personnes. Donc on peut pour Teams, ça ne sera pas forcément adapté, mais pour d'autres outils plus complexes, on peut imaginer que, je sais pas, les personnes service client ou les chefs de projet n'aient pas les mêmes guides dans leur outil. Et donc ça, à partir back-office, c'est assez facile à gérer et vous êtes autonome dessus. Je ne sais pas si Elsa, tu vois une question que tu veux prendre. Je vois une question sur les temps de réponse, par exemple. Nous, il faut savoir qu'on se charge de manière asynchrone. Donc, en fait, on attend que l'outil soit chargé pour charger le player Lemon Learning. Donc, ça ne vient pas ralentir les outils. Après, il y a la question sur le mode de licence. C'est des licences annuelles. Après, le tarif, je vais peut-être laisser la plus Jocelyn en parler, puisque c'est plus sa partie. Oui, tout à fait. Alors, les tarifs, c'est difficile de vous donner parce qu'en général, c'est des choses qui sont au nombre d'utilisateurs. Donc, en fait, c'est selon le volume d'utilisateurs finaux qu'on va donner justement les licences. Et donc, après, ça peut aller, je ne sais pas, selon les outils. Nous, en fait, on a un peu tous les modes de licensing. C'est-à-dire qu'on a vraiment le mode que Teams et la suite Office. Et donc là, ça va, pour vous donner des ordres de grandeur, ça va quelque chose dans les entre, voilà, si on a des gros volumes, entre 5 à 10 euros par an jusqu'à 60, 70, 80 par an sur des petits volumes utilisateurs. Donc, vous voyez que la fourchette est assez grande. Globalement, on a un peu deux modes de fonctionnement, c'est-à-dire les licences sur un type d'outil. Donc, j'entends que la suite Office, pour nous, c'est un outil. Et des licences à outils illimités. Donc, on a des clients, par exemple, Eiffage, qui sont sur ce modèle-là, où ils peuvent déployer les learning sur tous les outils internes web qu'ils ont.
Ouais, donc après encore une fois, ça dépend donc du volume d'utilisateurs, les licences et aussi du type d'outil. C'est-à-dire que les outils, collaboratifs et qu'on appelle nous transverses, type SIRH, qui sont par exemple utilisés de manière, voilà, toutes les 2 semaines, 1 fois par mois, au moment des entretiens annuels et cetera, vont être souvent moins chers au niveau de nos licences que des outils, plus, stratégiques comme les CRM et les ERP, où là, il y a une utilisation beaucoup plus intensive et souvent des parcours beaucoup plus complexes. On a également une question sur le multilingue. Oui, le multilingue est totalement inclus dedans. On a des projets, notamment avec PSA, où on est déployé dans environ 50 pays. Voilà, donc on est en 23 langues différentes. Donc que ce soit pour l'utilisateur final comme pour l'administrateur, on a cette possibilité d'avoir plusieurs langues. Alors un peu moins sur la partie administration, où on a 6 langues actuellement, mais voilà, les langues les plus classiques, on va dire. Ouais, et du coup, il y a le back office aussi en multilingue évidemment. Le gros intérêt de déployer ça sur un projet multilingue, c'est qu'on peut créer les parcours dans une langue, donc on va dire vraiment l'ingénierie du parcours, et ensuite juste, on va dire traduire les infobulles. Donc on peut imaginer que vous créez les parcours en interne, ce qu'on voit souvent chez nos clients, hein. Par exemple en France, ils vont créer les parcours et les mettre à disposition des pays et par exemple pour une agence de traduction et leur faire juste traduire les infobulles une par une. Donc dans le back office, c'est fait de manière, très simple et du coup, ça permet de déployer, en quelques semaines, on va dire des contenus, sur, voilà, comme disait Elsa, jusqu'à 20 langues, on a vu, je crois, chez nous. Ouais, 23, je crois, Après pour PSA, je crois que ouais, c'est le maximum qu'on a. ouais, voilà, c'est le plus gros. Après, c'est souvent, on a du français, anglais et puis peut-être une autre langue, qui se rajoute. Alors, selon la langue du navigateur, en fait, si, les guides ont été, traduits, par exemple en anglais et que le navigateur est en anglais, effectivement, par défaut, on va, lancer les guides anglais. S'ils n'ont pas été traduits, ce sera, français forcément. Donc c'est selon on va dire les langues qui ont déjà été, créées. Les droits d'accès pour la création des guides. Alors ça, c'est très simple. En fait, on a donc au niveau de notre back office, encore une fois, de quoi créer des droits d'accès, donc des profils différents. On peut dire, bah, voilà, vous avez, chez vous, le chef de projet et quelques ingénieurs pédagogiques ou des key users qui vont avoir le droit de créer des guides et donc on leur donne un profil qui a le droit de créer des guides avec un plugin, spécifique et donc effectivement les utilisateurs finaux ne pourront pas, avoir la main sur les parcours. Et on peut même être sur un découpage qui va être encore plus granularisé, dans le sens où, par exemple, vous pouvez avoir un gestionnaire que des guides, un gestionnaire que des push, ou alors un gestionnaire des deux, mais voilà, c'est vraiment découpé par type de fonctionnalité. Vous pouvez avoir un utilisateur également qui gère que les utilisateurs dans le back-office. Voilà, par exemple. Donc, ces droits le permettent. C'était comme pour la traduction tout à l'heure, hein. On peut donner, en fait, des accès même à des externes, une agence de traduction, juste à l'onglet traduction. Ils ne pourront pas modifier les parcours, ils pourront juste traduire vos bulles une par une pour, rapidement déployer des outils en multilangue. Alors différence avec WalkMe, bah, je suis passé rapidement sur l'onglet création, mais je pense que ce qui nous différencie beaucoup, ça va être, la facilité de création des guides. On est beaucoup plus dans une approche, on va dire, universelle où en fait tous les utilisateurs, même sans être trop techniques, peuvent, créer des parcours facilement. Et après, gérer aussi au niveau du back-office de manière, assez facile, différents outils. Là où eux, en général, enfin nous, on est souvent face à eux contre sur des appels d'offres où il y a, un outil, par exemple un gros Salesforce ou quelque chose comme ça, un gros projet Salesforce. Et nous, on a une approche plus universelle où on va être potentiellement dans plusieurs outils, voire, voilà, plusieurs dizaines. Et du coup, en fait, c'est assez simple à gérer. On n'a pas de difficulté où à chaque fois, il y a besoin d'avoir
des personnes reformées ou on va dire des processus créés en amont. En fait, on a souvent justement nos chefs de projet comme Elsa qui vont chez le client sur des nouveaux outils et qui vont en direct en fait prendre on va dire les parcours que nos clients veulent créer pour ensuite les créer chez nous en interne avec nos équipes projet. Et ça se fait, voilà, souvent on a des clients je parlais tout à l'heure d'Aesio qui a commencé sur Teams et après qui a étendu, je crois justement à du Salesforce. En fait, voilà, ils voient un besoin, ils disent rapidement et on est facilement dans une démarche en fait assez systématique où les utilisateurs vont pouvoir s'enseigner dans un outil du groupe et à chaque fois avoir la petite bulle jaune, alors qu'on peut évidemment paramétrer selon vos couleurs, etc. On peut personnaliser tout ça, mais ils vont avoir on va dire la même aide dans chaque logiciel du groupe. Et donc ça, c'est on va dire, c'est un gros point d'intérêt parce que souvent les utilisateurs se sentent perdus quand il va y avoir, on va dire, un mode d'accompagnement par outil où on dit tiens, l'outil d'achat c'est des PDF, l'outil Teams c'est du Lemon Learning et l'outil SIRH c'est un LMS. Alors que là, quand on centralise un peu, on va dire, les parcours, ça permet non seulement de pouvoir gérer les parcours et ce qu'on met à disposition des utilisateurs de manière unique, mais aussi ça permet aux utilisateurs de ne pas être perdus. Donc ça, c'est un gros point qu'on a différenciant, je pense. Est-ce que tu vois des choses peut-être sur lesquelles on serait passé rapidement, Elsa, ou qui n'étaient pas très claires dans ce que j'ai montré du coup sur la démo, qu'on a un peu dû refaire? Non, pour moi, c'est bon. On a ciblé un peu tous les points. Voilà, si vous reste des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Il nous Ah reste oui, je sais quelques... ce qu'on n'a peut-être pas abordé, c'est la manière dont on s'intègre sur les outils. Donc par exemple Teams ou autre. Alors nous, on a, donc, comme je le disais, on peut s'intégrer dans tous les outils web et on a deux manières de s'intégrer. Ça va être soit on va installer des plugins dans les navigateurs, donc dans le cas de Teams, ça va être fait comme ça, soit dans les outils par exemple maison ou d'éditeur ou voilà, les outils dans lesquels on a accès au code, on va pouvoir s'intégrer en direct. Je précise ça parce que souvent on a par exemple chez PSA, on a un outil qui est mis à disposition d'utilisateurs externes, pardon, externes au groupe, donc des garages par exemple dans ce cas-là. Je crois qu'il y a 100 000 personnes sur l'outil. Et donc, dans ce cas-là, on va en fait mettre un outil à disposition d'externe en faisant une intégration directe. Donc, il n'y a pas besoin de plugin, on n'a pas besoin d'avoir accès au poste des personnes, et on peut quand même s'intégrer dans l'outil. Et je vois une question sur le client lourd Teams. Nous, ce qu'on propose sur le client lourd, c'est un LMS classique avec des vidéos par-dessus l'épaule qui vont montrer en fait exactement ce que vous voyez dans les guides interactifs, mais en vidéo. Donc c'est la manière plus traditionnelle où on a une plateforme avec des chapitres, avec tiens, créer un canal de discussion, etc. Toutes les fonctionnalités que vous avez vues dans le player que j'ai montré dans Teams, mais en vidéo. Donc ça, en général, ce qu'on offre, nous, comme je disais tout à l'heure, on considère que Teams et la suite Office, c'est un outil. Et donc, souvent, chez nos clients, on va dire, c'est une sorte de package. Ils ont une sorte de package avec tous les guides génériques sur la suite Office et le LMS avec l'accès aux vidéos. Si jamais, évidemment, il y a des utilisateurs en client lourd. Lemon Learning et SharePoint. Comme tout autre site web, on s'adapte très bien. Alors, je ne vois pas sur quel point forcément la question est posée, mais c'est exactement pareil, c'est-à-dire on va être intégré dans l'outil, on va cibler des éléments. Euh, voilà, si vous pouvez apporter des précisions, peut-être. Oui, le fonctionnement sera le même hein, sur SharePoint ou sur les autres outils de la suite Office. Après, peut-être que la question est sur les sites SharePoint ou alors c'est sur l'interface même de création des sites. Mais dans tous les cas, ça sera exactement le même fonctionnement. On créera des parcours sur l'outil
comme sur Teams que vous avez vu? Pour les navigateurs, on est sur Chrome, Firefox, Edge Chromium, et on descend pour Firefox et Chrome, on descend à des versions qui sont assez anciennes. Pour Firefox, il me semble que c'est 57. Pour Chrome, je ne me souviens pas, mais c'est assez ancien. On est sur des choses assez anciennes. Pour IE, on est seulement sur IE 11. Voilà. Je crois qu'on arrive sur la fin, on va bientôt pouvoir clore. Est-ce que je vois une question pour avoir le lien de la démo Office? Je pense qu'on doit avoir ça sur YouTube. Juste au-dessus, Clarisse l'a donné quelques Ah, messages plus haut. Vous avez un message juste au-dessus. Cliquez ici pour obtenir la démo Lemon Learning. je vois que pour SharePoint, c'est précisé. En fait, l'utilisateur dans SharePoint va être déployé via un plugin, hein, comme sur Teams. C'est ça, je ne me trompe pas, Elsa? Tout à fait, c'est ça. C'est ça. Alors en fait, si vous voulez l'associer à un site en particulier, ce qui va se passer, c'est que nous, de notre côté, en fait, on va récupérer l'URL du site sur lequel vous voulez intégrer. Donc si c'est seulement sur un site SharePoint, c'est ce qu'on a fait notamment avec Sistra sur un premier projet avec eux, où c'était seulement sur leur intranet, donc qui était mis via SharePoint, qu'on avait intégré. Et du coup, c'était grâce à l'URL qu'on arrivait à différencier ce site-là des autres sites. Voilà, je ne sais pas si ça répond un peu plus à votre question. Pour ce qui est de la question pour l'évolution des guides génériques lorsque Teams évolue, oui, évidemment, on a quelqu'un qui est à plein temps sur toute la suite Office qui maintient les guides en état, évidemment, ouais. D'ailleurs, quels que soient les outils, quand c'est nous qui réalisons des guides pour nos clients, on les maintient dans la durée. Je crois qu'on va pouvoir clore le webinaire. Je crois qu'on est bon, je vois plus de questions arriver. Du coup, merci à tous ceux qui ont participé aujourd'hui. Désolé pour les petits effets d'écho sur la démo, je crois que c'était le partage qui a dû créer ça. Si vous avez des questions, enfin oui, je crois que sur YouTube, du coup, j'ai vu les liens, Clarisse, dans le chat. Il doit y avoir des démos. Sinon, n'hésitez pas à nous envoyer voilà, un email ou à nous poser des questions par la suite. On est disponible si certains points n'étaient pas assez clairs. Tout à fait. Merci à tous. Merci. Bonne journée.